Je me suis aperçu, oui, que j'avais choisi d'intituler ma conférence « Le peuple comme acteur de la souveraineté ». Je suis rétrospectivement assez content parce qu'il y a longtemps que j'avais élaboré ce titre, d'avoir justement intercalé ce « comme » dans la mesure où il s'agit d'une façon de déterminer le peuple. Le peuple comme acteur de la souveraineté, ça n'est pas le peuple en général, et puis le peuple en général, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le peuple comme acteur de la souveraineté, ça demande à être justement précisé, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet, aussi bien concernant la notion de peuple que concernant la notion de souveraineté. La notion de souveraineté, j'y reviendrai, mais si vous remontez par exemple, je sais pas moi, à la façon dont un Aristote élabore le concept de peuple dans les politiques, vous vous apercevez qu'il y a de multiples entrées, il y a de multiples sens. Il est question du peuple comme de la communauté de tous les citoyens d'une cité. Il est question du peuple comme de l'assemblée, comme étant la même chose que l'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée, l'instance qui a la suprématie, comme dirait Jean Terrel, à l'intérieur de la cité, c'est l'instance délibérative par excellence. Mais il est question aussi du peuple au sens de la masse des pauvres, les aporoi, ceux qui sont dépourvus de toute propriété. Et il est question donc aussi du peuple comme d'un nom pour désigner la constitution démocratique. Voilà. Et Aristote va même jusqu'à dire il y a des régimes dans lesquels il n'y a pas de peuple. Il veut signifier par là qu'il n'y a pas d'assemblée. Donc il n'y a pas d'assemblée qui exerce la fonction délibérative qui revient à l'assemblée du peuple. Donc vous voyez que la notion de peuple est une notion qui demande à chaque fois à être précisée. Les sens ne se recoupent pas. Souvent d'ailleurs, ils ne se recoupent pas du tout. Ils peuvent parfois être mis en tension les uns par rapport aux autres, parce que le peuple, au sens social, la masse des pauvres, comme dit Aristote, on peut être amené justement à mettre en question le type de relation que ça entretient avec le peuple comme communauté des citoyens. L'avantage de la communauté des citoyens, c'est que justement, c'est un tout. Alors, on va rencontrer ce problème-là au fur et à mesure que je développerai mes idées, c'est-à-dire la promotion, la considération du peuple comme tout, l'idée du peuple comme tout. Et c'est très important quand on réfléchit à la notion de souveraineté, parce que finalement, si on considère, comment dire, les candidats possibles à ce que l'on pourrait être appelé le statut de sujet de la souveraineté, il y en a deux grands dans l'histoire de la philosophie et puis dans l'histoire tout court, qui se sont parfois affrontés, qui ont parfois été mis en relation de façon assez complémentaire, dont je voudrais montrer justement que la relation est plutôt pour moi une relation de complémentarité. C'est l'État d'un côté et le peuple de l'autre. Alors généralement ce qu'on fait, c'est qu'on présente la souveraineté du peuple, qu'on identifie elle-même à la souveraineté populaire, comme étant le fondement de la souveraineté de l'État. Et ce que je voudrais montrer, c'est que, ce faisant, on inverse l'ordre des choses. Parce que de mon point de vue, je pense que c'est aussi le point de vue de Christian, ce qui est premier, c'est la souveraineté de l'État. Et la souveraineté du peuple ne se comprend que relativement à la souveraineté de l'État. Donc la primauté revient à la souveraineté de l'État. Pourquoi? C'est ce que je vais expliquer. Mais ce que je voudrais surtout faire comprendre d'emblée pour éviter de tourner autour du pot, etc., c'est que mon intention est de différencier trois choses. Premièrement, la souveraineté de l'État. Deuxièmement, la souveraineté du peuple. Troisièmement, la souveraineté populaire. La différence entre souveraineté populaire et souveraineté du peuple est précisément ce qui va m'occuper dans la mesure où le peuple comme acteur de la souveraineté, c'est pas le peuple comme sujet de la souveraineté, mais justement c'est la souveraineté populaire dont j'aimerais parler en introduisant d'ailleurs quelques exemples, en les soumettant à votre examen, à votre réflexion, dont certains me semblent d'ailleurs gagnés à être connus, beaucoup plus connus en France qu'ils ne le sont généralement, malgré ce qui s'est passé il y a quelques mois. Je veux parler du Chili, et ça me semble une bonne occasion de mettre en évidence justement ce qu'est le peuple comme acteur de la souveraineté. Mais je voudrais commencer tout d'abord par la souveraineté de l'État, c'est-à-dire par rendre donc à ce qui me semble premier à tous égards son rang de premier. Alors souveraineté de l'État, ça semble quelque chose d'assez curieux. Ça n'apparaît pas très sympathique au premier abord, même pour des gens qui sont des fanatiques de l'État, dans la mesure où on se dit qu'il y a quand même quelque chose de surplombant, il y a une supériorité qui tombe de haut, y compris sur les gens qui sont des citoyens de cet État, et par conséquent, on cherche généralement justement à refouler ce qui est premier
dans un rang qui est second, c'est-à-dire à faire apparaître la souveraineté du peuple comme étant première et la souveraineté de l'État comme étant seconde. Alors que, justement, ce que je voudrais montrer, c'est que c'est la relation inverse qui doit prévaloir. Alors, pourquoi ? D'abord, historiquement, quand on parle de la souveraineté de l'État, c'est quelque chose de très particulier, c'est propre à l'époque moderne. Ça ne se construit pas avant le début du XIVe siècle pour les États. Les États modernes qui se construisent à partir du XIVe siècle sont des États qui se construisent comme des États souverains. Donc, il ne faut pas à cet égard faire de confusion. L'État moderne est un État souverain en tant qu'État, mais il y a eu des États avant l'État moderne qui n'étaient pas des États souverains, qui étaient des États dirigés par des souverains, mais pas des États souverains en tant qu'État. Ce qui m'intéresse justement, c'est la souveraineté de l'État en tant qu'État. Le fait que ce soit l'État qui soit réputé ou feint ou cru comme étant souverain par nature ou par essence. Encore une fois, je n'interviendrai pas sur la question de l'essence de l'État, c'est pas du tout mon propos, et ce n'était pas du tout le propos non plus de Christian lorsqu'il a coécrit avec moi le livre qui s'appelle Dominer. Mais souveraineté, il faut bien interroger cette notion. La souveraineté, ça vient du bas latin superanus, qui signifie supérieur. Et supérieur, toute la question est supérieure à quoi ? Par exemple, du Xe au XIIIe siècle, on utilisait beaucoup la notion de souveraineté au pluriel. Je dis bien la notion de souveraineté au pluriel. Les souverainetés renvoyaient à des allégeances diverses. Il n'y avait pas de problème de concurrence, absolument aucun. Et c'est le début du XIVe, justement, ce qu'on appelle le tournant de 1300, qui fait que la souveraineté tend à s'imposer comme un centre unique et exclusif. Et dans cette mesure-là, elle ne souffre pas de concurrence, pas plus d'ailleurs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc avec une idée que dans la souveraineté de l'État, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est l'aspect externe, c'est-à-dire la relation que l'État entretient comme souverain avec les autres États qui sont réputés également être souverains. Et ça, c'est le problème du droit international. Et puis, il y a la relation qu'on peut dire tournée vers l'intérieur. Hegel, par exemple, dit justement la souveraineté dans son aspect interne. Et à ce moment-là, c'est la relation que les pouvoirs de l'État entretiennent avec les citoyens. Donc, si on considère que c'est l'État qui est souverain, ça signifie qu'il est souverain dans son rapport avec les autres États sur la scène internationale, et ça signifie qu'il est souverain également dans sa relation avec ses propres citoyens, c'est-à-dire ses propres membres. Donc ça veut dire que ceux qu'il dirige le personnifient ou le représentent, et dans cette mesure-là, dans la mesure où ils représentent l'État souverain, ils sont les porteurs, ou ils incarnent cette souveraineté de l'État à travers l'affirmation de sa continuité, de sa permanence. Voilà, donc quelque chose d'assez important quand on réfléchit sur la notion d'État souverain. Qu'est-ce que c'est que ça, l'État souverain ? Et ce que nous montrons dans le livre, juste d'un mot, parce que c'est pas le sujet, mais c'est que les États se sont construits, notamment à partir du XIVe siècle, à partir d'un modèle qui est l'Église. Alors, ça a été mis en évidence par un certain nombre de chercheurs, notamment un chercheur américain, Harold Berman, qui montre ça très très bien dans un gros livre de 1000 pages sur la Révolution papale. Mais il montre que c'est la révolution opérée en 1075 par Grégoire VII qui est à l'origine, justement, de la formation des États séculiers modernes. Et notamment, justement, à partir du XIVe. Dans une relation, si vous voulez, de rivalité mimétique avec l'Église, les États se construisent. Voilà, en arrachant, par conséquent, un certain nombre de pouvoirs, y compris à l'Église elle-même. Et c'est l'Église qui fournit des instruments juridiques. C'est-à-dire que c'est le droit canon. Entre 1050 à peu près et 1140, vous avez une construction du droit canon, c'est les canonistes qui vont justement construire la fiction de l'Église comme corporation à la tête de laquelle il y a un pape qui exerce un pouvoir souverain, y compris le pouvoir de faire les lois. Ce qui est très important. Quand on dit un État souverain, ça veut dire un État dont les représentants ont le pouvoir de faire les lois et de les défaire. Parce que dans cette idée de souveraineté, il y a l'idée que finalement, celui qui fait les lois peut les défaire, à sa convenance ou à son gré. Il est justement, solutus, c'est absolu, ça veut dire qu'il est affranchi par rapport à tout cadre, par rapport à toute limitation. Je parle des lois au sens juridique du terme, je ne parle pas des lois morales ou religieuses, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui vous expliquent que c'est pas contradictoire et qu'on peut observer les lois de Dieu et puis d'autre part faire ce que l'on veut quand il s'agit de promulguer des lois en direction des hommes. Mais ce qui est intéressant dans cette idée de la souveraineté de l'État, c'est qu'on a donc une fiction de droit. Alors ce que je voudrais indiquer, parce que ça me semble essentiel, on l'a pas dit dans Dominer, on l'a pas dit parce qu'on avait déjà arrivé à la fin
c'est-à-dire au bout de 700 et quelques pages, il valait mieux s'arrêter, mais il y a un auteur qui nous a beaucoup inspiré, s'agissant de la notion de fiction, c'est le philosophe anglais Bentham, qui est l'auteur d'une puissante théorie des fictions, et notamment, il y est question de la fiction, alors la fiction au sens de la personne fictive. Alors, bon, c'est repris d'ailleurs c'est avant lui déjà dans Hobbes que vous trouvez l'idée de la personne pas fictive, c'est traduit par fictive, mais personne représentative ou personne feinte. Voilà. Une feinte. La fiction, c'est une feinte. Voilà. C'est le comme si, le fameux comme si du droit, mais vous savez, tout le droit est fondé sur les comme si. Et l'idée de Bentham, c'est que finalement, les comme si du droit sont fondés sur l'exercice du langage. Ce que Bentham apporte de très important à la théorie des fictions, c'est que les fictions sont d'abord des fictions langagières, des obligations de langage. Vous ne pouvez pas parler, vous pouvez parler pour désigner l'État, vous dites justement l'État, pour parler de la souveraineté de l'État, vous parlez de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les entités fictives, nous dit-il, parce que cette pomme est mûre, j'ai une entité qui est physique, une entité qui est par conséquent réelle, et j'ai la qualité de la maturité, et ça, cette qualité-là, c'est une fiction, c'est une entité fictive, je vais la loger à l'intérieur du sujet qui est la substance de la pomme. Voilà. Ça, c'est du Bentham tout pur. Vous voyez la relation d'inhérence comme ça qui fait que il y a cette manière de loger dedans. Voilà. Et après tout, le langage est fait de ça. Toutes les propositions prédicatives avec sujet, verbe, copule, etc. et prédicat sont construites de cette manière-là. Alors quand on dit la souveraineté de l'État, il faut entendre bien sûr le « de » au sens d'un génitif subjectif, c'est-à-dire que c'est l'État qui est souverain. Voilà. Je peux expliciter, si vous voulez, l'expression la souveraineté de l'État par une proposition avec un sujet qui est justement l'État, et puis d'autre part, souverain, qui est la qualité dans laquelle se trouve logé, justement, qui se trouve logé à l'intérieur de cette, je sais pas quoi, substance ou de ce sujet qui est l'État. Un peu mystérieux, justement, et c'est ce que Bentham nous permet de comprendre. Un peu mystérieux. Mais l'État est fait de mystère. L'État est fait de mystère. Et c'est ce que nous permet de comprendre la notion de souveraineté de l'État. Cette idée qu'il y a un État qui doit assurer son caractère absolu par sa permanence et sa continuité. Et finalement, nous sommes tellement habitués à cela depuis le XIVe siècle qu'il nous semble normal que des gens, finalement, se succèdent à la tête de l'État en ayant le souci de la continuité de l'État. Bon, mais ça, c'est justement quelque chose qui fonctionne comme une fiction. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est que la fiction n'est pas une chimère. C'est quelque chose de redoutablement efficace. Les fictions sont efficaces. C'est une des grandes limites de Foucault, c'est de ne pas avoir considéré suffisamment cette efficace des fictions. Mais les fictions sont redoutablement efficaces. Les fictions du droit sont redoutablement efficaces. La souveraineté de l'État, c'est d'abord et avant tout une fiction de droit. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va y croire, puisque une feinte est une feinte. On n'est pas obligé d'y croire et d'être stupide au point d'y croire, mais en même temps, il se passe au fur et à mesure des siècles que des légistes et des conteurs et des gens qui sont amenés à tisser des récits bien faits, etc., vont produire, ils vont travailler à produire de la croyance à partir de la fiction. Travail considérable qui a toujours été l'apanage d'un certain nombre de spécialistes. Et Bentham nous dit, attention, justement, à ce moment-là, les fictions deviennent des objets de croyance. La fiction en elle-même, la fiction de droit, n'est pas en tant que telle un objet de croyance, mais ça devient assez facilement un objet de croyance. Ça, c'est donc ce que j'appellerais la souveraineté de l'État, telle qu'elle s'est construite, une fiction qui s'est construite au fur et à mesure des siècles et qui a fini par produire de la croyance. Je ne vais pas m'attarder aux différents moments où ceci a été fait, mais ça me semble assez important de considérer cette dimension-là. Alors quand on parle de mystère avec Christian à propos de l'État, c'est précisément pour mettre en évidence cette espèce de, de ressort caché, parce que dans mystère, il y a l'idée de quelque chose de caché. Il y a une croyance en la supériorité des dirigeants de l'État qui serait, qui viendrait de leur fonction. Voilà. Supériorité symbolique, qui viendrait souvent conforter une supériorité sociale et politique. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, le grand cheval de Bentham, mais c'est vrai qu'il s'attache beaucoup à cette dimension-là. Voilà. Mais, encore une fois, je tiens, à propos de cette idée de la souveraineté de l'État, à montrer que la fiction de droit n'est pas nécessairement un objet de croyance. Elle le devient à certaines conditions, et nous sommes dans une situation où, justement, cette croyance entre en crise. Non pas simplement en France, mais de par le monde.
La deuxième chose donc sur laquelle je voudrais m'attarder un peu avant d'introduire justement la notion de souveraineté populaire, c'est l'idée de la souveraineté du peuple. Alors la souveraineté du peuple, c'est quelque chose qui ne peut pas se comprendre en dehors du grand basculement qui s'opère à la fin du XVIIIe, avec le fait que justement ce soit le peuple ou la nation qui prennent la relève du roi. Et vous avez à ce moment-là un basculement dans l'ordre du symbolique qui est assez important, même si on conserve les places, mais il n'en reste pas moins que ça produit un changement assez considérable, dans la mesure où on en vient cette fois-ci à parler de la souveraineté du peuple, et on en vient à parler de la souveraineté du peuple comme d'une source. Alors ça, c'est un point important. Il y a quelque chose qui s'affirme avec une certaine permanence, c'est la souveraineté de l'État. Même lorsque, comme dit Kantorowicz, le prince est amené à chausser les mules du pape, ça continue, ça fonctionne assez bien. Et puis après, c'est le peuple ou la nation qui prend la relève. Mais le peuple ou la nation, dit Kantorowicz, continue de chausser les mules du pape, c'est-à-dire d'un pouvoir mystique qui est absolu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discours qui commence à opérer une disjonction. Il y a deux choses qui sont souvent assez confondues, peut-être parce qu'il y a des intérêts assez puissants dans cette confusion-là. Ce qui est confondu, c'est la source et puis, d'autre part, le champ des prérogatives de l'autorité étatique. Quand on parle des prérogatives, du champ des prérogatives de l'autorité étatique, ce qu'on a en vue, justement, c'est la souveraineté de l'État. C'est-à-dire quel est le pouvoir dont disposent ceux qui détiennent cette autorité entre leurs mains. Quand on parle de la souveraineté du peuple, on parle d'un principe de légitimation. Et on dit à ce moment-là que la souveraineté des représentants de l'État a sa source ou son origine dans le pouvoir du peuple. Et donc on fait de la souveraineté du peuple le fondement ou la source de la légitimité des représentants qui dirigent l'État, de ceux qui dirigent l'État. Bon, je ne fais pas de différence pour l'instant entre les dirigeants de l'État qui ne sont pas élus par le peuple et ceux qui sont élus par le peuple, et je considère d'une manière générale le statut des représentants de l'État. Voilà. Les représentants de l'État, donc, ont des prérogatives, ont un pouvoir. On dit d'ailleurs, Karen Malberg, qui est un juriste assez important, dira « l'État est maître chez lui ». Voilà. Il est maître chez lui, les deux aspects. Il est maître chez lui par rapport aux autres États sur la scène internationale. Il est maître chez lui dans le pouvoir qu'il exerce en tant qu'autorité étatique sur les citoyens qui sont pourtant membres de l'État lui-même. Voilà. Donc vous avez le principe de la souveraineté du peuple, je fais exprès de dire du et d'insister sur le génitif, qui fonctionne comme principe de légitimation du pouvoir exercé par les autorités de l'État. Alors on comprend que les autorités de l'État soient intéressées à la confusion, mais en réalité, le principe de la souveraineté du peuple intervient pour conforter. Il intervient comme principe de légitimation. C'est la souveraineté de l'État qui est première, et le principe de la souveraineté du peuple qui vient justement en renfort. J'aurais tendance à dire, si je reprends l'expression de Bentham, que le principe de la souveraineté du peuple est une fiction auxiliaire. Voilà, la question, je pose assez directement, brutalement, sans bon, j'allais dire, je ne sais pas si on peut dire ménagement, ça fait philosophe qui se donne à bon compte un petit peu de frisson, mais non, je dirais que la souveraineté du peuple intervient comme fiction pour justement soutenir la fiction première qui est la fiction de la souveraineté de l'État. Bon. Et ça signifie quoi? Ça signifie que on va être tenté de dire, eh bien, il y a le peuple qui exerce sa souveraineté par l'élection, en votant, pour un certain nombre de représentants, et il est la source légitime du pouvoir que les détenteurs de l'autorité de l'État ont concentré entre leurs mains, précisément parce qu'il les élit, il les promeut grâce au baptême ou au mystère de l'élection, et à ce moment-là, vous avez donc des gens qui deviennent investis d'une légitimité qu'ils n'avaient pas, ou qu'ils ne pouvaient pas avoir s'ils n'avaient pas été élus directement par le peuple. Voilà. Bon. C'est un peu comme ça que les choses se mettent en place. Mais il me semble important, là encore, de se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit la souveraineté du peuple? On voit très bien que le du peuple fonctionne un peu de la même manière que le de la souveraineté de l'État. On a un génitif subjectif. Ça signifie qu'on peut traduire, là encore, si on prend une proposition, on peut traduire cette formulation-là, la souveraineté du peuple, par une paraphrase qui dirait le peuple est souverain. Bon.
La souveraineté du peuple est signifiée explicitement dans une proposition qui dit que le peuple est souverain. De la même manière que la souveraineté de l'État est explicitée ou paraphrasée dans une proposition qui dit que l'État est souverain. À chaque fois, ça fonctionne de la même manière puisqu'on a un génitif subjectif. Mais en même temps, c'est curieux, il n'y a pas de conflit. Il ne peut pas y avoir de conflit. Parce qu'il n'y a pas deux sujets de la souveraineté qui seraient situés sur le même plan. Il y a un sujet de la souveraineté, qui en l'occurrence est l'État, et puis il y a un sujet de la souveraineté qui en fait ne fait qu'exercer sa souveraineté à intervalles réguliers, de façon périodique, au moment des élections des représentants. Mais c'est pas situé exactement sur le même plan, ça peut pas entrer en concurrence. Il y a quelqu'un qui, par exemple, en 1843, qui s'appelait Marx, qui écrit son commentaire sur les principes de la philosophie du droit de Hegel et qui, justement, essaie d'opposer la souveraineté du peuple à la souveraineté de l'État. Bon, il est très fasciné par les Français qui, à la même époque, prophétisent que l'État va disparaître. Et comme disent les Français, l'État va disparaître. Bon. Et justement, il est amené à promouvoir cette notion de souveraineté du peuple. Bon, il le fait par anti-hégélianisme ou par critique de la philosophie de Hegel, qui est son maître, et il le fait assez bien, mais en même temps, il a un peu de mal, pour des raisons que je vais expliquer, il a un peu de mal à sortir cette notion de peuple de sa relation avec l'État, qui apparaît comme étant vraiment la relation fondatrice. Pour une raison très simple, c'est que à partir du moment où le peuple et la nation prennent la relève, eh bien, le citoyen tend de plus en plus à s'identifier à l'électeur. C'est très important, parce que ça signifie qu'on ne peut plus maintenir de la même manière qu'auparavant, ça c'est Colliotte-Hélène qui l'a montré dans un remarquable ouvrage sur la démocratie sans démos, on ne peut plus raisonner de la même manière qu'auparavant en maintenant une disjonction entre les deux aspects de la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté de l'État dans ses relations avec les autres États sur la scène internationale, et puis la souveraineté de l'État sur les citoyens. Donc tout ça tend à fusionner. Le peuple, en quelque sorte politique, tend à fusionner avec l'État souverain, avec la souveraineté de l'État en tant qu'elle s'exerce sur une population et sur un territoire, voilà. Avec la souveraineté territoriale de l'État, qui existait déjà pendant l'Ancien Régime, avant la Révolution, mais qui se trouve là remodelée ou reconfigurée du fait que le nouveau sujet apparaît comme étant justement le peuple ou la nation. Voilà. Donc un travail de symbolisation qui est amené à reprendre à partir du moment où on est amené à considérer que c'est le peuple qui est la source légitime du pouvoir qu'exercent les représentants à la tête de l'État. Bon. Mais est-ce que ça change beaucoup ? Bon, alors la question est une question de fond. À partir du moment où c'est un principe de légitimation, ça indique encore une fois la source et uniquement la source. En réalité, la disjonction qui s'opère, c'est la disjonction entre le peuple en tant qu'il est titulaire de la souveraineté, et puis d'autre part, les représentants ou les dirigeants de l'État en tant qu'ils exercent la souveraineté au nom du peuple. Alors ça a été théorisé par un certain nombre de gens, dont en particulier le philosophe libéral Benjamin Constant, ça c'est très clair. La souveraineté ne peut pas être exercée, la souveraineté du peuple ne peut pas être exercée directement par le peuple, donc elle est exercée par les dirigeants qui sont des représentants du peuple parce qu'ils gouvernent au nom du peuple. C'est dit d'une manière très claire. Cette disjonction est une sorte de conséquence du nouveau dispositif qui se met en place. Parce que faire du peuple ? Bon, ben voilà, il est le sujet de la souveraineté, mais il n'exerce pas la souveraineté dont il est le sujet ou le titulaire. Donc il est le titulaire d'une souveraineté qu'il n'exerce pas. Et c'est comme ça qu'on est amené à faire, en effet, de la souveraineté du peuple. Alors c'est une fiction. C'est une fiction parce que ça continue de valoir indépendamment du pourcentage de ceux qui sont amenés à se déplacer dans une élection pour élire, par exemple, un président de la République. Par exemple, en 2017, ça peut représenter, je ne sais pas, quelque chose comme 15% du corps électoral, c'est pas grave. C'est le peuple des électeurs qui est amené à investir les dirigeants de l'État d'une sorte d'onction par le suffrage universel, et c'est ce qui permet à ces gens-là de se prévaloir de la souveraineté du peuple, alors qu'en fait, ils sont les seuls à exercer la souveraineté à la place du peuple. Bon. Mais c'est une conséquence, et en même temps, c'est un point qui est tout à fait décisif. Il me paraît, par conséquent, que c'est pour ça que je justifie la notion de fiction auxiliaire. La souveraineté du peuple n'est pas une contre-fiction par rapport à la fiction de la souveraineté de l'État, c'est une fiction auxiliaire qui vient conforter la fiction de la souveraineté de l'État. Et j'en arrive précisément. Je suis obligé de faire ces distinctions-là
pour introduire la notion de souveraineté populaire et justifier le comme du peuple comme acteur de la souveraineté. Et j'ai pas dit d'ailleurs le peuple comme acteur de sa souveraineté. J'ai parlé de ce peuple comme acteur de la souveraineté. Alors là, c'est un peu compliqué parce que on est amené, on peut plus jouer un peu comme Bentham avec la paraphrase. Qu'est-ce que je vais mettre en position de prédicat? Qu'est-ce que je vais mettre en position de sujet? C'est assez difficile. Si on prend au sérieux l'expression de souveraineté populaire, c'est assez difficile. Ou alors on la décompose de telle manière que ça signifie que la souveraineté est populaire parce qu'elle appartient au peuple, et alors à ce moment-là on revient à l'idée de la souveraineté du peuple, et il n'y a pas de distinction possible entre la souveraineté du peuple et la souveraineté populaire. Et c'est ainsi que généralement on comprend les choses. Mais je voudrais justifier le fait qu'on les distingue, on doive les distinguer à travers un certain nombre d'exemples, de situations sur lesquelles je reviendrai, mais il me paraît très important à ce moment-là de bien noter que la souveraineté populaire ne propose pas un nouveau sujet de la souveraineté. Quand on parle de la souveraineté populaire, on qualifie la souveraineté. On ne désigne pas un sujet de la souveraineté. Et d'ailleurs, chaque fois, en particulier aujourd'hui, depuis ces dernières années, qu'on parle de la souveraineté populaire en acte, on n'est pas amené à parler du peuple comme tout, constitué par l'ensemble des citoyens. On est amené à parler d'un peuple. Il y a eu un film sur les Gilets jaunes. Un peuple, c'est pas le peuple. Et le peuple comme acteur de la souveraineté, c'est toujours un peuple. C'est pas le peuple en général, c'est même pas le peuple comme communauté des citoyens, c'est tout à fait autre chose. Et ça, me semble-t-il, ça doit être pris en compte. Parce qu'on pourrait toujours dire, oui, mais par exemple, je sais pas moi, on pourrait dire la souveraineté est populaire. Bon, littéralement, ça veut rien dire. Mais on pourrait faire un petit exercice d'acrobatie à la Feuerbach, par exemple. Dieu est souverain, la souveraineté est divine. Bon. Et puis, Dieu est amour, l'amour est divin. Bon. Et à ce moment-là, on dirait Dieu est souverain, la souveraineté est divine. Et puis, bon. Mais ce genre d'acrobatie ne mène pas très loin. Ça va pas loin du tout. Donc on est obligé de se reposer le problème et se demander mais qu'est-ce que c'est que cette souveraineté qui n'a pas de sujet? Alors ça, c'est un enjeu tout à fait décisif. Parce qu'il y a un axiome depuis au moins Baudin, l'élaboration de la doctrine du dogme de la souveraineté de l'État par Baudin est quelque chose de très très important, qui a pesé à la fois nationalement et internationalement. Il y a un axiome qui veut qu'il n'y ait pas de souveraineté sans sujet. Cet axiome-là, si vous lisez par exemple un philosophe du droit comme Carl Schmitt, je parle de Carl Schmitt, du Carl Schmitt d'avant 1934, bon, après c'est une autre affaire, mais celui qui n'est pas encore rallié au nazisme fait de cela un véritable axiome. Il n'y a pas de souveraineté sans sujet. Donc c'est soit le peuple, soit le prince, soit le roi, peu importe, mais il y a toujours un sujet. Ce qui est très important dans cette axiomatique, c'est que le sujet est toujours déterminé à l'avance. Le sujet, c'est le peuple. À ce moment-là, on donne comme titulaire et comme sujet à la souveraineté à la fois le peuple, ou alors on donne le prince, mais il y a toujours un sujet. Donc parler d'une souveraineté qui n'est pas immédiatement et directement rapportée à un sujet, ça semble carrément une hérésie, au regard en tout cas de cette axiomatique. Donc je dirais que c'est l'axiomatique baudinienne, celle qui vient de Baudin, reprise jusque dans les années 1930 et même au-delà, par des gens qui ont ensuite travaillé sur Carl Schmitt, mais à partir de cette idée. Or là, souveraineté populaire, c'est tout à fait différent. Ça propose un type de souveraineté qui est populaire du point de vue de sa qualité, mais qui n'est pas assigné par avance à un sujet. Alors attention, quand je dis souveraineté populaire, ça ne signifie pas que le peuple est le sujet de la souveraineté. Je parle d'un sujet qui serait défini par avance. Je parle d'un sujet qui serait assignable. Ah oui, cette souveraineté-là, c'est le peuple, ou c'est autre chose, bon, peu importe. Je ne veux pas dire par là que la souveraineté populaire ne produit pas un sujet. Mais justement, ce sujet est produit dans une subjectivation collective, à partir de pratiques. Il n'est pas quelque chose qui précède, il n'est pas quelque chose qui est donné par avance, comme c'est le cas quand on dit le peuple, le prince, etc. Et ça me paraît très important. Alors pour illustrer ça, je pourrais prendre des exemples très très différents, que ce soit les Gilets jaunes, la Commune de 1871. J'ai choisi exprès, alors c'est pas
c'est pas la volonté de dépaysement qui m'anime, hein, c'est parce que je connais bien le pays et que je suis allé 4 fois au Chili et que j'ai eu la chance d'être là lorsque la révolte populaire a explosé en octobre 2019. Voilà, et que j'ai suivi un peu ce qui s'est passé après, même si ça fait malheureusement pour moi 2 ans que je ne peux pas y retourner, mais j'espère que ça va prendre fin assez vite. Et là, vous avez, alors là, c'est la souveraineté populaire en acte. Voilà. La souveraineté populaire en acte. Et quand je dis la souveraineté populaire en acte, ça a pris la forme de manifestations. Alors, à un moment, à Santiago, 2 millions de personnes, dans les autres grandes villes du Chili. Ça a pris la forme, donc, de mouvements sur les places, de rassemblements sur les places. Ça a pris la forme que, on ne connaît pas trop, d'ailleurs, en France, qui est celle des cabildos. Les cabildos sont littéralement des assemblées. C'était des assemblées municipales en 1818, au moment de l'indépendance du Chili. Mais c'était des assemblées notables. À l'époque, c'était vraiment des notables. C'était pas... Là, les assemblées de quartier, c'est les assemblées de quartier qui se mettent en place au moment de la révolte. Assemblées de quartier, je ne dis pas que ça ressemble d'ailleurs aux Gilets jaunes, hein, mais je me souviens en 2019, en pleine... Au moment où il y avait les manifestations, il y avait un séminaire qui se tenait et j'avais dû expliquer aux gens qui étaient là que, contrairement à ce qu'ils croyaient, les Gilets jaunes n'étaient pas un mouvement d'extrême droite, puisque c'est ce que l'on présentait. On présentait les choses comme ça au Chili. Bon, certaines personnes particulièrement intéressées, je pense, à faire cette présentation, qui alimentaient, qui nourrissaient cette idée-là. Et donc, il a fallu que je leur explique que, par certains aspects, c'était assez proche des assemblées de quartier autoconvoquées par les citoyens. Voilà, les cabildos, littéralement, qui ont couvert le Chili à partir de cette date-là, d'octobre, du 18 octobre 2019, c'était des assemblées de quartier autoconvoquées. Voilà, pas du tout convoquées par une autorité administrative supérieure, pas du tout, par les maires ou quoi que ce soit. Non, non, c'est spontanément, comme ça. Alors, ils organisaient les manifestations, ils organisaient, ce qui est très important, des délibérations collectives, tout comme il y a eu des délibérations collectives autour des ronds-points pendant le mouvement des Gilets jaunes. Le délibératif a une place tout à fait essentielle dans ce genre de mouvement. Voilà. Ça peut être à une échelle très réduite, ça peut être à une échelle beaucoup plus étendue. Il n'empêche, et c'est pour moi tout à fait essentiel, parce que le cœur de la véritable démocratie, c'est le délibératif. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si on retrouve cette notion de délibération qui figure dans les politiques d'Aristote, puisque c'est l'Assemblée qui constitue le pouvoir délibératif qui exerce la suprématie. C'est pas le tribunal, et c'est pas non plus les magistrats, c'est-à-dire les gouvernants. C'est l'Assemblée, parce qu'elle délibère et en tant qu'elle délibère. Et c'est le pouvoir délibératif par excellence qui est le pouvoir supérieur. Aristote ne dit pas souverain, mais il dit supérieur. Et ça, c'est quelque chose de frappant quand on observe ces mouvements. Donc vous avez des mouvements, des formations, des formes d'auto-organisation, comme ça, et vous avez un peuple, ce n'est même pas tout le peuple, ça n'est jamais, de toute façon, ça n'est jamais tout le peuple. Et même au Chili, alors que c'était beaucoup plus massif que ce qui a pu se produire pendant le mouvement des Gilets jaunes en France, ça n'était jamais la totalité. Et ça, c'est très important pour moi. C'est ce qui fait que, justement, le sujet de la souveraineté populaire n'est pas assignable par avance. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas dire que c'est la souveraineté du peuple au sens où le peuple serait identifiable par avance, au sens où il aurait des contours, vous voyez, nettement identifiables. On dit, ah, c'est l'ensemble des électeurs, c'est le corps tout entier des électeurs, ou c'est la communauté de je sais pas quoi. Non, rien de tel. Il y a des gens dont le nombre varie, qui sont amenés à agir souverainement, et l'action à cet égard est affaire de pratique. Ce sont les pratiques de la souveraineté populaire qui, justement, permettent de dire que le peuple doit être compris comme un acteur de la souveraineté et pas simplement comme source venant légitimer la souveraineté de l'État. Bon. Et là, c'est un point assez fondamental, peut-être à expliquer, dans la mesure où, là, vous ne pouvez pas construire de propositions prédicatives. Vous ne pouvez pas dire comme ça, le peuple est souverain, vous retombez sur l'autre proposition qui exprime la souveraineté du peuple. Donc vous devez, par exemple, si je prends un long détour, je dirais, les pratiques de la souveraineté populaire sont des pratiques, consistent dans des pratiques de contrôle actif des gouvernants par les gouvernés. Voilà. Et je donnerai une définition de la souveraineté populaire, de ce que j'entends par la souveraineté populaire. Vous voyez bien que je ne peux pas réduire ça à la proposition prédicative, le peuple est souverain, l'État est souverain, c'est tout à fait autre chose. Et à chaque fois, le nombre de ceux
qui exercent ce type de pratique est différent. D'un mouvement à l'autre, d'une manifestation à l'autre, il y a des reconfigurations qui s'opèrent. Au Chili, il y a une ténacité absolument extraordinaire, alors même qu'il y avait un confinement beaucoup plus dur qu'en France. Et c'est ce qui a permis d'imposer le fait qu'il y ait une assemblée constituante. Il y a d'ailleurs eu un vote, quand j'étais là-bas le 15 novembre, je me souviens qu'il y a eu une manœuvre des partis. Piñera était tellement discrédité, le chef du gouvernement, qu'il a laissé les partis manœuvrer. Et le 15 novembre, ils ont proposé, ils ont dit, on va faire un calendrier en 2 parties. Première partie, un référendum, plébiscite, là-bas, comme ça s'appelle, pour ou contre la nouvelle constitution, c'est-à-dire pour dire les choses, pour supprimer la constitution de Pinochet. Et puis ensuite, dans 6 mois, ou peut-être un peu plus, le temps que les esprits se calment, on fera un référendum sur êtes-vous pour le fait qu'il y ait une convention constituante, mais composée de 50% de représentants des partis, au lieu de une constituante avec les délégués qui sont intégralement élus par les citoyens. Donc il y a eu toute une série de manœuvres qui ont été tentées. Mais la ténacité a fini par payer. Parce que, au bout d'1 an de mouvements comme ça, en dépit du confinement, les Chiliens, je ne dirais pas le peuple chilien comme ça in abstracto, mais ceux qui ont continué à manifester, ceux qui ont continué à se réunir, ceux qui ont continué à avoir des pratiques de souveraineté populaire, ont fini par arracher le référendum, et il y a eu un référendum qui a eu lieu le 25 octobre 2020, et au terme de ce référendum, tout le monde a voté, 80% ont voté pour une constituante, 80% ont voté pour une constituante intégralement élue par les citoyens. La dite constituante s'est ensuite réunie en avril 2021, les délégués ont été élus, et puis ensuite vous avez la constituante qui a commencé son travail à partir du 4 juillet, et qui est toujours en train de travailler, puisque normalement elle a 1 an, c'est-à-dire que c'est en début juillet de cette année que les travaux doivent arriver à leur terme. Alors c'est très intéressant, parce que les délégués à la constituante ne sont pas des représentants. Ils ne sont pas des représentants, au sens où un député est un représentant. Tout le monde s'est focalisé, c'est les habitudes de la France, et c'est tout à fait normal, sur l'élection du président de la République, c'est-à-dire de Boric, le jeune nouveau président de la République chilienne qui a 35 ans, parce qu'on s'y retrouvait. 19 décembre, voilà, 19 décembre 2021, élection du président de la République. Et tout le monde, on a tous valorisé. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert le Chili en apprenant qu'il y avait un jeune type de 35 ans qui venait d'être élu président de la République. Mais beaucoup de gens, notamment dans les mouvements sociaux au Chili, n'ont pas considéré que c'était un événement fondamental. Ils ont considéré que c'était une très bonne chose parce que sinon c'était le fasciste Cast, qui est un pinochetiste déclaré, qui aurait été élu. Donc il valait mieux empêcher. Donc le nouveau président peut en quelque sorte couvrir de son statut les travaux de la constituante et permettre à ceux-ci d'aller jusqu'à son terme. Mais les délégués ne sont pas des représentants. Alors ils ne sont pas des représentants à plus d'un titre. D'abord parce que ce sont des gens qui ont le souci de faire en sorte que la démocratie règne à l'intérieur de l'Assemblée constituante. Ils ont imposé une présidence tournante, donc ça change tous les 6 mois. C'est une grande dame qui est une féministe de longue date, mapuche en plus, peuple autochtone, qui a présidé la première partie de cette séance de la constituante. Et puis ça continue de toute façon maintenant avec la nouvelle équipe. Et ce qui est très important, c'est l'idée qu'on puisse convoquer finalement toutes les personnes qui ont des propositions à faire sur le contenu de la Constitution et leur demander de soumettre ces avis-là ou ces propositions. Il y a donc un souci de faire régner, de faire prévaloir la démocratie participative jusque dans le fonctionnement interne de la Constituante et jusque dans le rapport de la Constituante avec les simples citoyens qui sont reculés dans les plus petits villages du Chili. Voilà. Ça me semble quelque chose de très important. Et en plus, ce ne sont pas des représentants parce que ce n'est pas eux qui vont décider. À la fin des travaux qui sont ceux de la Constituante, il y aura un référendum qui fera appel directement justement au suffrage du peuple pour décider est-ce que oui ou non vous considérez que ce projet de constitution doit devenir la loi fondamentale du Chili. Bon. Mais tout ça est compliqué, mais ça nous permet de comprendre. Il y a quelque chose de fondamental qui est une leçon qui nous est donnée par ce mouvement chilien. Je cite comme ça à titre d'exemple. Dans les propositions qui sont faites, il y a un article 5 qui définit la République chilienne comme une république interculturelle avec un État plurinational. C'est dit d'une manière assez explicite. Et dans ce projet
de constitution, il y a également un article. Les mouvements sociaux ne se sont pas arrêtés avec la constituante. Ils ont continué d'exercer une pression. Ils ont continué d'agir souverainement. Et ce qui, pour moi, surtout quand on connaît l'Amérique latine, alors là c'est vraiment une excellente nouvelle, les groupes féministes qui sont très puissants, et fort heureusement, au Chili, ont imposé le fait que les délégués de la Constituante reprennent à leur compte le fait que le droit à l'avortement devait être un droit fondamental, reconnu dans la Constitution, inscrit dans la Constitution. Il n'y a pas beaucoup de constitutions dans le monde qui, si c'est le cas, si ça aboutit, contiendraient comme article précisant qu'il y a là un droit fondamental, le droit à l'avortement. Surtout en Amérique latine. Il y a eu certes l'Argentine, il y a eu d'autres pays qui ont un peu ouvert la voie, mais inscrit dans la Constitution, droit fondamental. Il n'y a pas ça aux États-Unis, vous le savez très bien, peut-être pour avoir appris que certains ont manœuvré, justement en profitant du fait qu'il y avait là une lacune et il n'y avait pas de proclamation d'un droit fondamental. Voilà, c'est pour dire que c'est ça l'exercice de la souveraineté populaire. Que ça rompe avec l'idée, finalement, l'idée que le contrôle des gouvernants par les gouvernés, c'est le suffrage universel une fois tous les 5 ans. Ça, c'est fondamental. Là, c'est un contrôle actif. C'est un contrôle qui est exercé, y compris pendant les travaux de la Constituante. Et ça me semble être de bon augure pour la suite. Je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais ça me semble être de bon augure pour la suite. Et vous voyez à ce moment-là que, même si on continue de parler, comme dirait Bentham, c'est une contrainte langagière, on ne peut pas s'empêcher de parler du peuple. Mais ce qui est important, c'est que il y a cette partie-là, qui est toujours une partie, qui n'est jamais le tout, et qui est active, et qui agit souverainement par ses pratiques, et qui, le cas échéant, exerce un contrôle sur ceux qui se prétendent ses représentants, sur les gouvernants, voire sur les délégués de la Constituante, qui ne sont que des délégués et pas des représentants. Et ça me semble être tout à fait fondamental. La souveraineté populaire en acte, c'est précisément ça. Alors, c'est pas du tout la fiction, je finirai par cette indication-là, mais c'est pas la fiction. Je me suis longuement penché un peu sur la République romaine et je me suis aperçu que la souveraineté de l'État, non, ça ne peut pas avoir sa source dans la République romaine, tout simplement parce que la notion d'État telle que nous la connaissons n'existait absolument pas. En revanche, la souveraineté du peuple, oui, c'est reconnu dans un certain cadre, celui des assemblées qui sont organisées par des magistrats qui ont l'initiative de leur convocation et qui exercent en général un grand pouvoir sur la façon dont se déroulent ces assemblées, y compris les assemblées populaires, ce qu'on appelait les comitia, les comices. Bon. Mais c'est toujours le totum. Vous lisez Cicéron, c'est sans arrêt le peuple comme totum juridique. Il y a des mouvements sociaux, les Gracques, oh là là, il y a des gens qui portent atteinte au fondement de la propriété, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On brandit, on invoque le peuple comme totum juridique, défini par un lien juridique, contre le peuple qui agit, contre le peuple qui veut imposer le partage des terres, contre le peuple qui veut imposer l'abolition des dettes. Donc il y a toujours cette espèce de méfiance organique. Et cette façon de jouer le tout, même lorsqu'il s'avère que ce qui sort du tout en raison d'un vote qui est largement minoritaire, si on prend le corps entier des électeurs, c'est une façon avec laquelle il faut rompre. La fiction de la souveraineté du peuple comme tout est une mauvaise fiction. Et la souveraineté de l'État, n'en parlons pas. Bon, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Mais l'idée de la souveraineté populaire, en revanche, est tout à fait essentielle. Et elle doit être, en tant que telle, justement, elle doit être distinguée. Alors, vous voyez, subjectivation collective, oui, les gens qui agissent au Chili, ça produit des sujets. Mais ces sujets ne sont pas donnés d'avance de telle sorte qu'on puisse dire, voilà, la souveraineté en acte, il y avait cette partie-là et cette partie-là comme titulaire. Oh, je sais pas. Non, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le sujet de la souveraineté, ce n'est même pas le titulaire de la souveraineté, c'est un acteur. Et là, on donne son plein sens à la notion d'acteur de la souveraineté. Vous voyez ce que c'est qu'un acteur qui n'est pas un sujet prédéfini et qui n'est pas un titulaire de la souveraineté. Mais le meilleur régime, finalement, le meilleur régime constitutionnel ou régime politique, c'est celui qui fait une large place à tous les échelons à l'exercice de cette souveraineté populaire, et pas celui qui se légitime par l'invocation de la souveraineté du peuple. C'est vraiment avec cette idée-là qu'il faut être capable de rompre. Alors ça implique de revenir sur des siècles d'édifices juridiques. Mais on est confronté à une situation où aujourd'hui, c'est un pas que l'on doit oser. Et ça implique d'aller très loin. Moi, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ça implique d'aller jusqu'à contester
la division du droit, qui n'est pas simplement française, entre le droit privé et le droit public. Ça implique, si on reconnaît aux acteurs de la souveraineté prise en ce sens-là une place dans la construction des institutions, à ce moment-là, on doit être capable d'accorder aux collectifs et à l'autogouvernement des collectifs une place dans le droit. Et si on fait ça, on ne peut pas ne pas rompre avec la division infernale du public et du privé qui fait que quand vous n'êtes pas le public étatique, vous êtes immédiatement rejeté dans la sphère du droit privé. Voilà, c'est ça la souveraineté populaire telle que je la distingue de la souveraineté du peuple et de la souveraineté de l'État. Merci. D'accord, merci.